très confidentiel avec Céline. Mais bon, c'est vrai que au départ, ça tourne bien, puis ça continue à tourner bien, mais avec toutes ces tribulations, il y a beaucoup de choses. Moi, ce qui me plaît là, pour commencer la conversation, c'est ceci, c'est que la déclaration d'amour de lui, d'elle, ça se fait comme ça se fait sur les lieux justement il me semble, d'un port de Lisbonne, qui est un port industriel, c'est-à-dire là où il y a de la pollution. Hein. Exactement. Et donc Nausicaa, vraiment, hop, c'est oublié, quoi. Terminé, on fait une déclaration d'amour, et que Nausicaa, qui devait nous sauver avec la planète, il devait sauver la planète de tout ça, l'amour est plus fort. En tout cas, on fait une déclaration d'amour au monde tel qu'il existe et dans lequel on est obligé de continuer à vivre. C'est-à-dire même si on n'arrive pas à le sauver. C'est quand même ça aussi. C'est de se dire, le monde que je n'arrive pas à sauver est quand même beau. Même le monde le plus polluant. Avec ses containers multicolores. Avec ça, ouais. Bon, alors c'est ça ce qui a été choisi par le scénariste, c'est de montrer quand même que le monde est beau, même s'il y a du pas beau, quoi. L'idée, c'était quand même de parler d'une forme de résignation pacifique. C'est-à-dire que face à l'impossibilité de se sauver soi-même et de sauver les autres dans le même mouvement, puisque c'est ce qu'elle essaye de faire au départ, elle est confrontée au monde tel qu'il existe, en fait, sur lequel elle ne peut plus agir. Et le personnage de Jean, en fait, lui donne un peu comme ça, comme des petits codes ou des petits ponts pour lui permettre d'aimer le monde tel qu'il est, et de ne pas chercher à tout prix à le changer. Enfin, sinon, c'est difficile de se lever le matin quand même, si on est obligé de le changer. Oui, c'est vrai, c'est vraiment... Voilà, c'est le bon sens, quoi, ça, c'est le bon sens. Voilà. Et c'est vrai que la nécessité du film, enfin l'exigence du film, c'est de montrer que malgré le vacarme du monde, effectivement, l'amour existe. Voilà, c'est un peu ça l'enjeu, et c'est merveilleux, c'est vrai, c'est très con. Alors pour Jean, moi j'ai trouvé tout à fait étonnant qu'ils arrivent à se nommer. Attendez, je crois qu'il y a un point. Il faut avancer un petit peu parce que... Si on se fait là, ici, c'est comme ça. Ouais, c'est bon. Voilà, qu'ils arrivent à se nommer. Alors, moi, je comparerais ça un peu dans ma culture, que Nausicaa, ça serait le déluge, c'est fini. Et puis, il y a les survivants, Jean et Jeanne et d'autres, ils sont obligés de se nommer. Lui, il nomme Jeanne, elle nomme Jean. Et c'est ça l'origine même du monde, de la vie, de l'univers, des choses qui sont telles que finalement on est bien obligé de se faire plaisir, quoi, hein. Et c'est là où comment dire, comment le film d'animation si intéressant souligne les images, et les images du coup soulignent les traits du film d'animation, des illustrations, l'un renvoyant à l'autre, et qui fait que d'une certaine façon les images s'écrivent, quoi. Elles s'écrivent. Je sais pas comment. On en vient un peu à cette originalité de procéder dans le même film. Je crois que c'était une volonté de parler de la perception, enfin de l'expérience, c'est-à-dire comment être vivant, à peu près fonctionnel, dans différentes situations de la vie, en cohabitant avec ce que nos hontes, nos peurs, nos souvenirs font de nous dans l'instant T. C'est-à-dire... Enfin, je veux dire, là, actuellement, je suis traversée par des tonnes de pensées plus ou moins toxiques que je vais essayer de canaliser pendant que je vous parle. Et je voulais représenter ça au cinéma, ce qui est en fait le contraire du contrat du cinéma. Le contrat du cinéma, c'est qu'on est à l'extérieur, qu'on regarde les gens vivre et qu'on est dans un rapport cathartique. Voilà, on va trouver notre lien émotionnel avec eux, quoi. Et bon, peut-être que je suis mauvaise élève, mais en tout cas, moi, je voulais pas m'arrêter là. J'avais envie d'être à l'intérieur d'elle et de ses émotions et de cette espèce de côté un peu diffraction de l'expérience. Et ça implique plein de choses, parce que on aime les gens, ou on aime les choses, ou on arrive à vivre les choses toujours en lien avec tout ce qu'on a vécu, quoi. Et c'est assez beau de chercher cette densité-là. Enfin, moi, c'est ça ce qui m'intéressait. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça crée du désir, quoi. Ça crée du désir parce que le deuil de la mère, c'est quand même très important, jusqu'à la fin. Ils remplissent les
boîtes, tout ça, et en plus, pour expédier tout ça, on ne sait pas où. Et ça donne, justement, comme vous dites, le fait qu'il y ait de la transmission, hein, que cette femme était là, elle leur donne à manger, bon, tout ça. C'est plein d'humour, mais alors, c'est vrai que quand Jean raconte son histoire, c'est rigolo. Un type qui va balancer du vin à un flic et puis qui se retrouve interné, c'est quand même marrant, quoi, de faire ça. C'est rigolo quand on ne connaît pas. Non, mais c'est rigolo. Vu au cinéma, oui, c'est rigolo. Bon, bien sûr que c'est pas rigolo dans la réalité, puis pour nous, praticiens, on sait très bien que c'est pas rigolo, mais il faut avoir ce recul sur le symptôme pour s'apercevoir que c'est quand même original de faire ça. C'est pas fréquent. Même s'il le fait à juste titre. Bah, en fait, il y a ce truc, et c'est ce que raconte la scène quand il lui raconte ce qu'il faisait quand il a eu cet épisode. C'est sa peur à elle immédiate d'être contaminée par sa folie, puisqu'elle sent qu'elle-même ça va pas trop, donc quelqu'un qui lui raconte des choses comme ça avec des involtures, ah oui, bon, ben moi, tu sais, j'ai fait bien pire, c'était super marrant, parce qu'il s'en est remis. Pour le coup, c'est un truc que j'ai vécu, et je me souviens d'avoir été horrifiée par ce que me racontait cette personne, qui, lui, s'en était vastement remis, et donc en gardait l'aspect humoristique. Parce qu'en fait, c'était ce qui lui restait. Il en avait besoin, en fait. Il avait besoin de le présenter comme quelque chose de drôle. Et effectivement, après, je suis allée lire pas mal de choses sur des bouffées délirantes et pas mal de versions des bouffées délirantes. Et quand on n'y connaît rien, c'est extrêmement drôle. Enfin, je veux dire, il y a des tonnes on peut en décrire des centaines, mais... Et je trouvais ça intéressant de voir que la drôlerie, elle est choisie, quoi. C'est lui qui décide que c'est drôle. Elle est horrifiée. Oui. Bon, maintenant, on va peut-être parler aussi avec la salle, mais c'est ce que je vois comme... lui, il est sorti d'affaires, il est devenu ce qu'il est devenu avec sa bouffée délirante. Bouffée délirante, quand même, on considère souvent, nous, les praticiens, que c'est comme une analyse en raccourci. C'est-à-dire que tout est... Ça va très vite, bien sûr, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux pour lui, pour le patient. Et donc, il faut mieux l'interner, c'est vrai, pour le protéger. Mais ce qui se passe dans son esprit à ce moment-là, tout ce qui peut se passer... bon, moi, j'ai eu des personnes qui ont eu ces bouffées délirantes et qui sont ensuite venues en analyse. On voit bien qu'ils avaient fait comme une analyse. C'est ça le point. Et c'est là où, lui, il est calme. Il est quelque part guéri. Hein, il est quand même guéri. Et il lui dit, bon, c'est pas ton angoisse, je voulais on a vu la scène. Et bon. Donc c'est là où cette forme d'amour qui surgit chez eux, c'est vraiment une forme de sublimation formidable de leur panique interne, de leur angoisse effrayante, hein, qui pourrait vraiment mener au pire. Et c'est vrai que ce film est très intéressant de ce point de vue-là. Et avec de l'humour, donc avec de la joie. Et du coup, moi, je me disais, qu'est-ce que je vais dire pour commencer? Je vais dire, la vie, c'est comme ça. C'est comme au cinéma, il faudrait l'apprendre comme ça. Et, Fred, tu veux dire un mot? Moi, je vais faire comme à chaque fois, je vais parler un peu du film, parce que je ne suis pas psychanalyste. Et donc, moi, je trouve que c'est un portrait exceptionnel. Vous êtes vraiment... Vous avez œuvré quelque chose de totalement original. Je n'ai pas compté le nombre de séquences, mais vous, c'est le contraire du cinéma plan séquence. C'est magnifique. Donc, que vous ayez... Et la démarche est peut-être de là où vous venez, de cet univers de l'image... ces images qu'il faut réunir pour, en dessin d'animation, arriver à quelque chose. Et là, vous y avez recours, mais par l'image animée, quoi. Et donc, cette façon de rentrer dans l'intimité, surtout de Blanche, son prénom dans le film, c'est... Jeanne, voilà. Là, oui, on est complètement dedans. C'est essentiel. Voilà, alors, il y a ces plongeons du début. Bon, il y a la mère, il y a le deuil, bien sûr. Et le deuil... bon, il se passe plein de choses, c'est vrai qu'il est là tout le temps. Et moi, je suis pris, je trouve qu'il y a une émotion formidable. Il y a ses enfants aussi. Ouais, c'est pas évident. Ils ne sont pas les siens. Oui, voilà. Mais vous avez bien joué du bento, là. Et ça, c'est formidable. C'est comme pour son désir à elle. Et puis, je pense que Jeanne, elle aide à ça par ce personnage. Je disais à Jean-Jacques, c'est un mime mimétique. Hein, d'ailleurs, et vos images, elles sont animées, mais c'est aussi comme des inserts de cinéma muet. Ça aurait été une immense actrice de cinéma muet, la façon dont elle arrive à
transfiguré et qu'on s'identifie à ce qui se passe. Il y a une économie au niveau des dialogues qui sont très bien présents. Hein. Mais bon, voilà. Donc je ne vais pas être plus long. Je l'ai vu 2 fois en une semaine. Et voilà, je suis vraiment étonné, surpris pendant tout le film jusqu'au bout par ces rejets que vous faites, voilà, cette multitude de séquences qui fait sens. Alors je ne vais pas parler de Jean-Jacques l'a fait très bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'était formidable, merci. Mais justement, les dessins, parce que Jeanne, elle est pratiquement muette en fait. Elle dit pratiquement rien. Un peu plus vers la fin, elle commence à parler, mais sinon elle ne parle jamais. Et c'est les dessins qui parlent pour elle. C'est là où on a sa parole et sa pensée. Sinon, et elle est fantastique dans le silence, mais elle est extraordinaire en tant que comédienne, hein, vraiment. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Là, je reviens pas si vous attendez, parce que je suis désolée, mais moi je fais attention. Ça, c'est pas le off, c'est l'off que je fais en on. Bon. Justement, moi j'ai beaucoup aimé votre film aussi. On entend bien là. Vous voulez pas vous mettre debout? Là, ici, je vais me mettre debout. Et que parmi vous, je sais pas. Et ce qui m'a beaucoup touché, ça a déjà été un petit peu dit par précédemment, mais moi j'ai trouvé que vous avez fait une trouvaille pour représenter ce qui s'appelle le fantasme, le plus intime du sujet, le monologue intérieur, je veux dire. C'est extraordinaire d'avoir trouvé ces animations comme ça. Au début, c'est très surprenant et déconcertant. J'étais même mal à l'aise la première fois que je l'ai vu. Puis après, je me suis dit, c'est une façon de traduire tout ce qui ne peut pas être dit, mais qui est pensé, et qui devient très présent au moment réel où les choses sont dites. Moi, je suis psy aussi. Hein. On a coutume, le fantasme, c'est un mot courant, mais je veux dire, le tissu du fantasme, hein, c'est vraiment le tissu, l'étoffe intérieure du sujet, qui à la fois protège de la détresse et soutient le désir. Alors écoutez, votre film il est formidable, parce que je ne veux pas être trop long, mais je dis encore 2-3 mots. Mais tu peux. C'est que, moi je dis 2-3 mots, c'est que vous mettez en scène, pardon, je suis entre le livre et le... On va faire une illustration animée, on va te prendre. Voilà, c'est-à-dire que vous mettez en scène magnifiquement, si je puis dire, tout ce travail du deuil dans le fantasme, c'est-à-dire la perte. La perte, le deuil, je veux dire, c'est la perte, la mère en l'occurrence, avec toutes ses facettes, c'est-à-dire les mauvais moments, toutes les critiques de la mère, et puis à la fin, elle arrive à pleurer à un moment donné. D'ailleurs, je pense que là, c'est un pas qui est franchi dans le travail du deuil quand elle arrive à pleurer. Parce qu'avant, c'est beaucoup dans tout le côté critique, et puis corvée, enfin, ça. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit très bien la progression de ce travail de deuil, qui consiste à sortir l'objet aimé de son fantasme, justement, et que ça, vous l'intriquez d'une façon extraordinaire, avec la rencontre amoureuse qui se construit aussi dans le même temps. Alors, je trouve ça génial, vraiment. Et alors, il y a une scène clé, c'est le moment du cassage de la vaisselle. Alors ça, c'est sublime. Parce qu'à un moment donné, on sent bien que les affects changent de couleur, hein, de la tristesse, de la corvée, de ça. Je veux dire, il y a quelque chose qui se retourne, et c'est l'enfant qui commence par casser quelque chose. Et après, tout le monde s'y met, ils finissent par chanter, etc. Il y a un retournement là. Elle sort du deuil, là, je pense. Et ensuite, bon, alors, je ne veux pas être trop long encore une fois, mais il me plaît votre film. Alors, donc, il y a ça, et la rencontre amoureuse, elle se fait tout doucement, je veux dire. Au début, c'est un homme un peu fantasque, etc. Et ça va se construire tout doucement. Alors, je vais terminer, parce que je ne veux pas être trop longue, mais juste par une phrase de Lacan qui dit dire à l'autre je t'aime, c'est lui dire tu es entré dans mon fantasme. Et je pose la question de savoir si c'est plus facile de faire entrer quelqu'un dans son fantasme que de l'en sortir. Merci. Il y a Hélène, moi j'aimerais qu'elle parle. Bonsoir, merci
pour ce film que j'ai aussi beaucoup aimé. Merci pour ce moment j'étais vraiment traversée par ces émotions. Effectivement, de pouvoir, comme le disait Annie, filmer la vie intérieure, hein, c'est tellement précieux et tellement original. Et on est complètement pris à la fois dans sa tristesse au début et puis aussi dans l'humour. Et moi j'aime beaucoup l'humour et j'étais très sensible à la fois à cette dimension mélancolique dont Freud parle, puisque le deuil c'est deuil et mélancolie, mais aussi l'humour dont il parle aussi comme justement quelque chose qui est une façon de surmonter le surmoi. Le surmoi, c'est justement cette voix intérieure qui nous fait des injonctions qu'on entend tout le temps, là, cette critique qu'on a. Et l'humour se moque un peu, retourne un peu, ça va ensemble et c'est une façon de déjouer. Et là, j'ai vraiment vu tout ça dans le film. Voilà, je pense que je ne suis pas la seule. On avait envie de pleurer, on avait envie de rire aussi, on a ri et pleuré. Et puis tout ça, effectivement, avec quelque chose de la vie qui est là aussi tellement forte quand la mort est pas loin. Et aussi cette manière de perdre et de pouvoir surmonter la perte. Hein. Donc voilà, donc c'était très beau. Merci beaucoup. Garde le micro dans le gamin. Ah, oui. Moi je préférais que tu en parles pas, je trouve que sur le féminin, quelque chose d'une modernité absolue, qui est si bien élaborée là, de cette petite voix. Oui. Qui est là, derrière, à chaque fois, elle croise le regard du gars à l'aéroport, le rend fit, et jusqu'à la fin. Et je trouve que ça dit beaucoup. Et que je trouve ça très moderne. Je sais pas s'il y a pas que féminin. Oui, mais là, moi je trouve que ça en dit beaucoup. Et je comprends mieux ce que je comprends effectivement en tant que garçon. Voilà. Mais voilà, est-ce que ça t'a parlé ça? Ah oui, enfin le personnage, le portrait de femme, il est extraordinaire. Mais il y a aussi lui qui a par moments aussi un peu la petite voix. C'est vrai que c'est pas exclusif au féminin. Peut-être elle a une façon, elle, assez un peu cynique, avec beaucoup d'ironie vis-à-vis d'elle-même, d'humour, d'autodérision, qui est typiquement l'humour qu'on peut avoir, peut-être, enfin, qu'elle a. Hein. Oui, c'est très très beau. Je trouve que ça fait aussi penser à ce qu'on fait comme en tant qu'analyste, c'est-à-dire que probablement que sur le divan, ces phrases-là, elles n'arrivent pas exactement comme ça, mais il y a quelque chose de l'intériorité qui est là, et du discours, traverser des discours. Et là aussi, je trouvais que les discours traversent, mais aussi le trait. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'image, il y a des moments où on rit, parce qu'avec un dessin, on la voit, quoi. Enfin, on voit, il n'y a même pas besoin du mot. Il y a, comment elle est retournée, comment les cheveux, les trucs, enfin, c'est magnifique ce dessin. Après, il y a aussi j'avais vraiment une volonté assez claire de parler de la honte, et justement à quel point elle s'invite ou arrive à se retirer de nos vies et de nos expériences. Mais justement, je rebondis sur le truc du féminin parce que je pense que la honte féminine est beaucoup moins représentée et surtout est beaucoup moins drôle parce qu'elle inquiète beaucoup. C'est-à-dire la honte du corps, la honte de la douleur, toutes ces hontes-là n'ont pas encore été transformées en tropisme rigolo de la culture contemporaine. Un mec qui se branle, c'est super drôle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose dans la vulgarité, mais dans le beau sens du terme de la vulgarité, qui n'appartient pas encore aux femmes pour tout le monde. Il y a quelque chose d'un peu intimidant. Et donc d'être avec elle et de rire de toutes ces choses-là, en sachant que j'espère que certains hommes s'y reconnaissent aussi, c'est-à-dire ces hontes-là, ces peurs-là, de regarder quelqu'un se tenir, j'ai trop regardé, tout ça c'est pas spécialement spécifiquement sur le même. Mais j'avais vraiment envie que ça existe et qu'on se demande pas si c'était gênant, trop intime, trop... Voilà. En fait, ça fait partie de la vie, quoi. Et donc, de la vie des femmes comme de celle des hommes. C'était un peu le but aussi, quoi. Très bien. Encore juste un mot. Juste encore un mot. Le rythme aussi est magnifique. Je trouve vraiment que... c'est très important. Et dans les choses, toutes ces séquences lumineuses, on pense vraiment au rêve très souvent. À des réveils sur un rêve. Je ne sais pas si on en parle. Il y a un point sur le féminin, moi, ce que je trouve, et de l'humour, c'est le pragmatisme. Le pragmatisme du féminin. Quand elle est avec son ex-amant, là, elle dit donne-moi de l'argent. C'est comme si elle voulait se repayer, comme si, alors que c'est pas du tout. C'est ce pragmatisme. Maintenant, je suis fatigué, je rentre. C'est du pragmatisme, c'est pas uniquement du symptôme.
ce pragmatisme du féminin, c'est Lourdes Salomé en parle très très bien. Hein. C'est ce côté justement où, du fait d'avoir un certain rapport à ce qu'il en est de la sexualité, du sexe, du phallus. Hein. Mais il y a chez l'absence de honte, c'est ce pragmatisme qui fait qu'elle a raison d'être comme ça. Ça c'est très enseignant pour les hommes, ça. Je pense que alors, pardon, hein, mais je pense que ce qui devrait être plus enseignant, c'est plutôt le fait qu'il se lave les mains. Enfin, pardon, non, mais j'insiste là-dessus parce que je pense que ce sont des pensées extrêmement courantes. Vraiment. J'entends des oui et beaucoup de oui féminins. Et c'est ça le pragmatisme. Oui, mais justement, ça, c'est de la honte. C'est pas de la non-honte du tout. C'est-à-dire, putain, je vais pas pouvoir le dire. Heureusement qu'il le fait sans que je lui ai demandé. C'est ça le truc. C'est justement, moi cette scène-là, pour moi c'est ça, c'est toutes les pensées. Un homme se pose pas ces questions. Ah oui, justement. Alors que le fric, pour moi c'est plus anecdotique. Mais je vois ce que vous voulez dire. C'était aussi net que ça. Oui, qui... Oui, monsieur. Alors je vais répéter ce qui a été dit en disant que moi aussi j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai beaucoup aimé votre film. Et j'ai trouvé notamment deux moments très importants. C'est le moment de la danse, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un changement de position. Et d'ailleurs, je crois qu'après la danse, il n'y a plus tellement de dessins animés, c'est un autre espace où il y a de la pudeur. Et je dirais que la pudeur vient chasser la honte. Qu'à partir de ce moment-là, ils sont d'abord dans cette pudeur de la danse, puisque c'est elle la chorégraphe, et lui, il est maladroit, mais il n'en fait pas trop, alors qu'avant il en fait trop, et peut-être heureusement. Et l'autre moment, que j'ai repéré comme important, c'est le moment du chant, où d'abord c'est magnifique, je ne sais pas si c'est des vrais enfants qui sont filmés qui chantent, ils sont d'un talent fou, et en plus il y a cette complicité entre deux pour dire que le pianiste est agaçant, et ça scelle quelque chose entre deux d'une confiance. Mais je voudrais revenir aussi juste, pour pas être trop long, sur la bouffée délirante. Moi j'aurais dit que il lui dit, en parlant comme ça, tu verras qu'un jour tu n'auras plus honte. On peut s'en remettre. Et là je serais un petit peu en désaccord avec Jean-Jacques, comme souvent, et c'est pour ça qu'on s'aime beaucoup d'ailleurs. Si tu es au courant. Je dirais que la bouffée délirante n'est pas une tranche d'analyse, et que je dirais que ce qui guérit, c'est pas la folie, c'est la mémoire de la folie. C'est-à-dire, c'est une nuance en fait. C'est de dire que dans la bouffée délirante, on est loin d'être guéri, on est loin d'être dans la tranquillité relative de la séance d'analyse, où on peut ne pas tout dire, chose qu'on oublie parfois de préciser aux patients, et on leur fait croire que la règle fondamentale c'est un règlement, alors que c'est pas du tout ça, c'est une direction de travail. Donc on peut ne pas tout dire, heureusement, alors que dans la bouffée délirante, on est obligé de tout dire et de tout jouer. Et que ce qui guérit, en revanche, c'est l'après-coup de la folie, qu'on peut avoir mémoire de sa folie, et que là, on est beaucoup plus tranquille. Alors, ce qui est étonnant, c'est que personne n'a encore parlé du départ, du point de départ du film. Rien ne serait arrivé si elle n'avait pas échoué. Et donc c'est quand même important que une rencontre, enfin tout ce qui se passe après, le fait qu'elle puisse traverser le deuil, rencontrer, tomber amoureuse, ça part de cet échec professionnel. Sinon rien ne serait arrivé. Elle aurait continué à tracer son truc de Superwoman. Donc ça me paraissait... C'est surtout qu'en fait, la personne qu'elle rencontre sur le chemin est lui-même le fruit d'un échec. C'est-à-dire qu'il est dans l'échec de ce qu'il devrait être en tant qu'homme, qui travaille, qui gagne de l'argent, qui machin.
il est dans l'extrême inverse. C'est-à-dire désormais, il vole, pour lui, le travail n'a aucun intérêt. Enfin, en fait, il a fait son deuil d'une certaine fonctionnalité. Et donc, quand il la rencontre, il lui transmet ça aussi. Et c'est en miroir, c'est-à-dire, voilà, c'est ça. Elle peut effectivement assumer l'échec parce qu'il lui montre comment on peut faire à sa façon. Mais quand même, ça démarre du fait qu'elle a totalement échoué dans son entreprise construite, quoi. Hein. Et puis c'est surtout réussir à trouver la beauté sans la créer soi-même. C'est-à-dire désormais tout n'est pas grâce à son travail à elle, tout n'est pas grâce à sa propre, à son activité en fait. Elle est face au monde et elle peut le trouver beau sans que ce soit son action qui le crée. Quoi. Oui, où elle voulait effectivement créer le monde. Vous avez raison, c'était non seulement elle échoue, mais elle échoue dans cette entreprise quand même un peu totalitaire qu'on peut voir par-ci par-là actuellement, de vouloir volontairement refaire le monde et avoir le beau monde comme il faut, bien propre sur soi. Quoi, hein. Et donc c'est important parce que vous dites, voilà, on peut exister dans ce monde, même pollué, sans etc. agir, en fait. Et après, il y a un truc particulier aussi, qui moi me paraît un peu important, entre guillemets, c'est que vous disiez qu'elle était muette et que elle a cette sobriété de jeu très grande, qui est très belle et tout. Et surtout, c'est l'homme qui parle. Enfin, en fait, c'est l'homme qui passe son temps à mettre des mots sur les choses, contrairement à plein de situations où on attendrait plutôt ça d'elle, en fait. Et elle, une fois qu'elle s'est pris cette énorme baffe d'échec de départ, parce qu'au départ, elle est là avec les journalistes, c'est trop machin, puis elle a plus rien à dire, en fait. Et surtout, elle se rend compte qu'elle-même n'est pas du tout capable de mettre les mots sur ce qu'elle vit. Et ça, je trouvais ça intéressant aussi, que ce soit un homme qui sache parler, qui dise la vérité, qui dise les choses telles qu'elles sont. C'est intéressant à développer aussi comme personnage. Et c'est comme une espèce, elle est presque comme une coquille vide, et c'est lui qui va lui insuffler la vie, quoi. Et donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir. Oui, mais ce fantasme du Nausicaa, c'est un fantasme aussi. Au début, effectivement. C'est pas parce qu'elle va mal et qu'elle a un échec. Non, elle est dans une espèce de volontarisme qui fait qu'elle n'est pas en contact avec ses émotions. Elle s'est même pas aperçue qu'elle était malheureuse d'avoir perdu sa mère. Et si justement sa mère est morte, justement. Non, je suis d'accord, mais sa mère est morte. C'est ça l'essentiel du deuil qu'elle vit. Et le Nausicaa qui échoue, d'ailleurs d'où vient ce mot, c'est compliqué. Ce mot, Nausicaa. C'est la nymphe de l'eau. Ah oui, c'est ça. C'est une nymphe physique. Et donc ça, oui, c'est ça. Et donc, c'est un fantasme qu'elle a de vouloir réussir ce machin impossible. Complètement. La preuve, c'est qu'à la fin, ils sont dans la zone du bord impossible. Voilà. C'est un projet qui était de loin inspiré par un projet développé par un jeune type néerlandais et qui a réussi son coup. La première fois, il a raté grotesquement comme jamais. C'est pas exactement le même, ça je l'ai dessiné et il marchera jamais si on mettait dans l'eau, mais c'est un truc à peu près similaire qui fonctionne mécaniquement avec le courant. Et qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et aujourd'hui, qui est à l'œuvre Pacifique. Qui s'appelle comment? Je sais plus, C'est intéressant, c'est qu'elle avait tout fait avec sa mère quand elle était en succès. Elle avait je crois qu'il y a une question. Le truc anti-plastique. Le truc anti-plastique, c'est le côté en bourse, hein. Ah bah oui, bien sûr. D'accord, c'est ça. Il faut quand même faire de l'argent. Et ce qui est beau dans les assiettes qui cassent, c'est qu'en même temps, ils leur en veulent tellement à leur mère. Ah bah elle était horrible, leur mère. Elle était feu, donc en fait, tout d'un coup, il y a de la joie dans le passage à l'acte. Bonsoir. Moi j'avais une question. Pourquoi avoir choisi Lisbonne et pourquoi avoir choisi une mère allemande à Lisbonne pour des enfants qui vivent à Paris? Alors, il y a différentes choses. Déjà, le fait que, alors personnellement, j'ai pas grandi en France, je suis habituée à une certaine, existence entre différentes langues, différents pays, tout en étant française, donc c'était quelque chose qui m'était familier. Ensuite,
pour Lisbonne, c'était la ville où je voulais que ça se passe, parce que Lisbonne a été, aujourd'hui on s'en sort un peu, c'est un peu moins difficile, mais bon là ça va recommencer avec la mer, donc voilà. Mais à un moment c'était vraiment un endroit qui concentrait une crise européenne d'une manière très spectaculaire. C'est-à-dire qu'elle était à la fois le territoire des week-ends, EasyJet, enfin accessible. Enfin, on pouvait partir en voyage facilement. Enfin, on pouvait, comme ça, pour pas cher, passer un moment en dehors de chez soi. Et on allait dans une ville qui était dévastée par la crise, vendue au tourisme, avec des Lisboètes qui, en fait, ont pris 100% de loyer et étaient chassés de chez eux, pour permettre cette même, comme ça, émancipation du loisir, quoi. Et j'y ai passé beaucoup de temps pour travailler. Et en fait, vraiment la dichotomie d'expérience entre moi et des amis lisboètes du même âge et du rapport économique aux choses, du rapport économique au territoire était tellement énorme et pas décrite que je me suis dit que j'avais envie de raconter une histoire qui se passe dans cet endroit-là. Et où vraiment l'idée d'être chez soi, dans un sens pas du tout nationaliste, dans un sens intime, devient très compliqué en fait. C'est-à-dire que vraiment l'État intervient. Et voilà, après la mer allemande, c'est aussi, ça apporte un peu d'exotisme. Merci. J'ai beaucoup apprécié aussi le film. Au fil des discussions, là, je me dis que l'écologie n'est pas forcément un échec. Son échec, c'est l'échec des financeurs qui n'ont pas suivi son projet. Elle aurait pu le développer mieux. Mais bon, elle se prend une baffe et elle a un gros échec, donc sa vie s'ensuit avec sa rencontre. Et qu'est-ce que c'est que cette méduse qui arrive à un moment au milieu du film? Il y a un psychanalyste qui a écrit l'année dernière, il y a 2 ans, en plein Covid, La revanche des méduses. C'est des récits d'analyse sur la castration, mais en fait, en introduction, il a aussi lui beaucoup d'humour. Il dit que la méduse est la seule qui s'en sort dans la pollution, elle se multiplie. Dans la pollution, elle fait très bien avec le plastique. Déjà, il y a un hommage assez direct au film d'Alain Resnais. On connaît la chanson, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une représentation de la dépression par les méduses qui apparaissent comme ça en images imprimées sur l'image. Donc quand Agnès Jaoui ou Jean-Pierre Bacri arrivent dans une pièce et qu'ils ne se sentent pas bien, il y a des méduses qui apparaissent comme ça. Et c'est un film que j'ai énormément vu, que j'adore. Donc il y avait un peu, voilà. Et après, c'est l'histoire aussi. C'est l'histoire de cette femme et de son rapport à l'océan, de son rapport aux espèces qu'elle est quand même censée plus ou moins sauver. Et donc, il y a la méduse flippante, au moment où on voit le fantôme de la mère dans l'appartement, et la méduse salvatrice, qui est l'espèce de petite créature magique qu'il découvre grâce à son échec, quoi. Donc, ça allait pas tellement plus loin que ça. En tout cas, il n'y avait pas de métaphore de l'animal en lui-même, mais voilà. Oui. Et une question. On va aller vers les personnes qui n'ont pas encore parlé. Vous voulez venir? Bravo, j'ai beaucoup aimé le film et j'ai trouvé très très sensible et émouvant et drôle. J'avais juste moi une question. Effectivement, plusieurs personnes ont fait remarquer que le personnage de Jeanne parle très peu. Pourquoi avoir choisi Blanche Gardin, qui est merveilleuse sur scène pour la façon dont elle parle? Comment vous est venue cette idée? Et bravo encore. Merci. En fait, je lui ai écrit un rôle tragique. Enfin, voilà. Et il a été question à un moment qu'elle fasse la voix intérieure. Et en fait, au moment où j'ai fait les dessins d'animation, on avait déjà tourné toutes les parties filmées. Donc j'avais une visibilité comme ça du film pas terminé, mais en tout cas avec son jeu à elle, qui était très très tenu et très élégant, très, très sobre, quoi. Et je me suis dit, si je mets sa voix, je vais en fait faire intervenir qui elle est sur scène, qui se commente elle-même, qui est dans le commentaire de sa vie, quoi. Et ça va complètement abîmer sa performance. Enfin, c'est un mot pas très joli, mais ça brisait un peu toute l'émotion qu'elle arrive à transmettre sans rien dire, quoi. Et donc, moi, quand elle a accepté de faire le film, je savais qu'elle serait incroyable. Enfin, j'en étais sûre, en fait. Déjà parce qu'elle a une expressivité, ses yeux, il suffit qu'ils bougent de 3 cm, ça n'existe pas, mais qu'elle cligne des yeux et on ressent quelque chose. Elle est très très expressive. Donc voilà, c'est un peu à contre-emploi, quoi. Sinon, elle réalise, elle fait ses propres films, elle écrit.
si c'est pour être ou faire ce qu'elle fait, elle le fait bien mieux que moi. Donc, de toute façon, c'était pas. Ça peut être un projet de la meilleure version de soi-même. Oui. C'est qui fait la voix justement dans les dessins animés? C'est moi. Céline. Merci beaucoup aussi, très touchée par ce film, très touchée par tout ce qui est dit, tout ce qui n'est pas dit, par la musique extraordinaire aussi de Flavien Berger. Et aussi, ça m'a beaucoup plu, en fait, tous les questionnements intérieurs qui parfois peuvent être vécus comme des vraies souffrances, et qui là, du coup, avec le dessin, amènent une tendresse. En fait, je sais pas, mais moi je crois que tous les questionnements intérieurs, je crois que j'aurai peut-être les dessins maintenant qui m'aideront pour les trouver drôles plutôt que tragiques. Merci. Je trouve que les dessins, moi j'aimerais bien en faire quand je vais faire des conférences, plutôt que d'écrire, de faire des dessins. Parce que c'est vraiment des mots qui font trait, qui font trace. Et c'est ça l'intérêt de Jean et Jeanne qui se rencontrent, qui se nomment, c'est que leurs mots se mêlent, se mélangent. Et ça fait du bébé, dès qu'ils n'en veulent pas, ça fait du bébé. Et ça fait du bébé dans les mots. Et ça, c'est vraiment formidable. C'est là où on est vraiment satisfait de ce film. Ça crée du désir. Vraiment, tout le cinéma est fait pour ça. Et c'est là où la rencontre avec la psychanalyse, puisque notre enjeu ici depuis 15 ans, disait Fred, 2003, 18 ans. 20 ans. Bon, bref, il y a une rencontre, mais c'est vrai que les cinéastes, le cinéma va trouver une situation qu'il veut mettre en scène par les acteurs, quelle qu'elle soit, l'action violente, l'action terrible ou une histoire d'amour. Et donc c'est le cinéma qui va chercher cette situation. Alors pour l'analyste, ça devient à peu près la même chose, mais c'est l'analyste qu'on vient trouver. On vient le trouver pour qu'il soit un témoin justement de ces tribulations-là, et sans qu'il soit à en faire plus. Alors vous savez que le film va se terminer, nous aussi on le sait, le spectateur, au bout de 1h35, on a le résultat. Bon, pour nous, ça n'est pas du tout comme ça, bien que ça soit des mêmes enjeux de désir, d'oubli, d'étincelles de l'enfance qui ne sont plus présentes, qui doivent revenir. Et ça, Gardin les a. C'est vraiment, ce sont ces étincelles dans ses yeux, et qui visiblement depuis, voilà. Et du coup, je me dis, c'est peut-être c'est pas une dépression. C'est pas une dépression, c'est une dépréciation. C'est une dépréciation du Zika et de tas de choses avant. Et c'est ça le problème. Elle n'a pas de mec, elle n'a pas réussi à... Non, elle n'en a pas pendant Oui. Mais elle en a à la fin. Non, mais elle n'en a pas sinon avant. Ou elle en a avant, c'est pas trop... Alors, je suis d'accord, c'est pas une dépression. Je suis d'accord. Et en fait, ce qu'elle ressent, c'est surtout de l'angoisse. C'est quelque chose qu'elle n'a pas connu jusqu'à maintenant. Elle était dans un rapport d'action, un problème, une solution, et du coup dans le geste, quoi. Donc le glissement du réel, le fait que les choses existantes lui échappent, c'est quelque chose qu'elle ne connaît absolument pas. Donc évidemment, ça peut être un peu les préludes quand même de ce que Jean lui dit, oh t'inquiète pas, que t'as une petite dépression, c'est bon pour le moral, enfin c'est bon pour ça va te former, quoi. Mais ça parle surtout d'un rapport au monde où en fait la rencontre, ça parle de rencontre mais pas spéciale, en fait bizarrement pas seulement de rencontre amoureuse. Vous parliez de désir, je pense que ça parle davantage de désir d'être en vie, de désir d'apprécier, de désir d'être perspicace, de désir de curiosité de l'autre, que de désir amoureux. Parce que vous dites elle a pas de mec, oui elle a pas de mec, mais en fait au départ c'est pas un problème. Elle est en train de faire autre chose, c'est-à-dire le début de sa déprime, il vient pas de là, en tout cas pas de son célibat ou il vient de la sensation que soudainement le monde n'a plus d'intérêt, ce qui est quelque chose d'intolérable en fait pour un être humain. Enfin ça je peux pas vous le dire. Sylvie, vous voulez dire un mot aussi? Ah, moi, pardon, non, allez-y. Ah non, mais après, je pourrais dire quelque chose après. Non, mais pas sur le film, donc allez-y. Bon, non, mais très rapide, parce qu'il y avait un passage aussi, je voulais souligner, qui est très intéressant dans ce procédé donc, de représenter, je veux dire, l'intériorité. C'est que vous allez très loin par rapport à la mère.
parce que vous la représentez. Ça, c'est extraordinaire. Et là, tout un questionnement sur est-ce que je suis folle, qu'est-ce que c'est la schizophrénie, etc. Ben non, justement, enfin non. Le travail de deuil, je veux dire, ça peut faire de telles mises en scène qui ressemblent à des hallucinations, sans que ça soit. Enfin, d'ailleurs, le deuil frise la folie. Hein. La folie, c'est pas normal. Hein. Bon. Alors voilà, je vais dire ça et je vais dire Juste un mot, c'est très impertinent aussi. Et ça fait beaucoup de bien, vraiment. Non, mais moi je vais juste dire un mot que voilà, maintenant vous partagez ma chance d'avoir rencontré cette jeune femme. Oui. Et pour un producteur, dans la vie, c'est très important. Est-ce que ça lui donne envie de continuer déjà? Parce qu'il n'est pas toujours le